Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur les ondes de Choc FM 105.1 pour une nouvelle émission de débat de notre série Droit de réponse 105.1, une émission qu'on a lancée depuis le début de l'année et qui se poursuit jusqu'à la fin de novembre, une initiative rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire qui a pour objectif de rassembler les communautés francophones multiculturelles locales virtuellement grâce à notre outil de prédilection Zoom, aujourd'hui encore une fois, autour de thématiques en lien avec la francophonie locale et l'actualité culturelle et communautaire. Et aujourd'hui, on a un beau sujet pour vous qu'on a intitulé La francophonie, moteur ou frein au succès individuel en Ontario. On va donc aborder cette question de savoir la place du français, en particulier dans le milieu du travail, et ce que cela peut nous apporter en termes de bénéfices et parfois aussi peut-être quelles peuvent être les limites pour les francophones qui cherchent du travail. Et puis, on abordera probablement également un petit peu d'autres questions plus larges, sociales, j'allais dire, la place du français, la place culturelle du français en Ontario, en milieu minoritaire. Et aujourd'hui, on a un beau panel pour discuter ensemble de ces questions. On va faire le tour de la table virtuelle, si vous voulez bien, dans quelques instants. J'ai le plaisir de commencer par accueillir Angelina. Angelina, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Je suis à Toronto depuis 2007, actuellement en Espagne, mais en tout cas pendant presque plus de 14 ans à Toronto. Tout mon parcours en ressources humaines, j'ai travaillé pour une compagnie minière, j'ai travaillé pour Nestlé, j'ai travaillé pour une compagnie qui s'appelle Oxford Properties, donc si vous allez à Yorkdale ou à Scarborough Town Center ou bien encore j'ai oublié, Mississauga, j'étais la ressource humaine qui s'occupait des centres commerciaux. Et depuis 1 an et demi, j'ai mon entreprise qui s'appelle Kenlink People et qui, en fait, aide les immigrants, les expatriés à accélérer leur recherche d'emploi en partageant avec eux toutes les différences culturelles pour qu'ils puissent s'insérer facilement dans le milieu professionnel. Kenlink People, donc voilà une professionnelle RH qui a certainement énormément d'expérience et de bons conseils à vous communiquer, chers auditeurs, auditrices de Choc FM. Pour développer ce débat, on a aussi le plaisir d'avoir autour de cette table virtuelle Oumou Samake. Bonjour Oumou. Bonjour à tous. C'est un plaisir. Mon nom c'est Oumou. Angelina, je n'ai pas le même, le même montant que toi, mais ça fait plus de 7 ans que je suis à Toronto, et puis plus que ça au Canada. Donc, je suis agente immobilière bilingue en Ontario, spécialement à Toronto, et ça me fait plaisir de rejoindre aujourd'hui cette discussion. Merci. Merci à toi, Oumou, agente immobilière, donc certainement aussi beaucoup d'expériences très intéressantes et sur un domaine légèrement différent. On va voir si il est facile de se faire une place au soleil dans ce milieu très concurrentiel, j'imagine, pour une francophone. Également avec nous, Jean Renaud, qui, je crois, travaille également dans le milieu des ressources humaines, n'est-ce pas, Jean Renaud? Ah, oui, c'est bien ça. Donc, je m'appelle Jean-Renaud Tilliman. Je suis à Toronto depuis déjà 14 ans. Mon profil, c'est ressources humaines, c'est ce que j'ai étudié. Et là, je suis consultant en système de ressources humaines de Workday. Donc, je fais du déploiement de Workday pour une compagnie qui s'appelle Mercer, qui est dans le consulting de ressources humaines. Oui, donc, en gros, mon background, c'est un peu RH, mais plus maintenant système et technologie. Merci pour la présentation, Jean Renaud, également donc ravi de t'accueillir pour ouvrir le débat. J'ai le plaisir de vous réintroduire notre co-animatrice de droit de réponse, toujours avec moi, Nathalie Salmeron. C'est un plaisir de te retrouver, Nathalie. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Merci de participer à l'émission d'aujourd'hui. Nathalie, on le sait, mis à part le Québec, l'Ontario, c'est la province canadienne où on a le plus grand nombre de francophones. La province n'est pas officiellement bilingue, mais c'est 622 000 francophones, ou même plus que comptait le recensement de 2016. Le dernier marque un léger fléchissement de ces chiffres. Malgré tout, c'est une province évidemment qui attire professionnellement par son dynamisme. Quel est ton point de vue et quelle est ta première question peut-être pour nos panélistes sur cette question de savoir si la francophonie est un moteur ou un frein au succès individuel en Ontario?
peut-être qu'on pourrait commencer tout simplement par partager nos expériences individuelles là, pour briser un peu la glace et voir comment est-ce qu'on a abordé cette question-là, si on a cherché du travail plutôt dans notre langue maternelle ou en anglais. Je pense que là, il y a déjà des différences. Exactement. Moi, je voulais juste prendre la parole au début en disant que, comme beaucoup d'immigrants, je pense, en tout cas en venant de France, avec un bon niveau d'anglais, hein, parce que je tiens à préciser qu'en arrivant ici, moi, personnellement, j'avais un bon niveau d'anglais. En tout cas, j'estimais mon niveau d'anglais très, très, très correct. Et en fait, comme beaucoup de gens, en tout cas, comme beaucoup de gens à qui j'ai pu parler dans mon entourage, bah, je me suis rendu compte que l'anglais que j'avais appris à l'école, que j'avais appris tout au long de ma scolarité, en fait, il n'était pas exactement similaire à l'anglais qu'on utilise ici et puis surtout à l'anglais professionnel en fait. Donc c'est là où il y a déjà une petite différence, c'est qu'on arrive avec un anglais qui est plutôt un anglais de Netflix, on ne va pas se cacher, on est bon quand on regarde des séries, mais quand on arrive sur le monde du travail, c'est très compliqué. Comme le précisait Angelina dans sa présentation, il y a aussi tout un aspect culturel, la façon dont on écrit un CV est très différente de la façon dont on écrit un CV en France. Moi, je me rappelle écrire un CV au début au Canada en mettant une grosse photo de moi, en me disant je vais mettre ma plus belle photo, très souriante, montrant que je suis dynamique, que j'en veux, que je suis là pour travailler. Et en fait, on m'a vite expliqué que c'est pas du tout ce format-là, que c'est pas du tout ce modèle-là. Et à partir de là, en fait, on apprend petit à petit les étapes. Et c'est grâce justement à des personnes qui, dans mon entourage, étaient là depuis plus longtemps que j'ai pu faire mon CV et enfin trouver un emploi, même si on en discutera plus tard aussi. Moi, personnellement, parler français, ça ne m'a pas aidé des masses dans la mesure où la seule chose où on m'a proposé du travail en arrivant, c'était le fameux customer service, le service à la clientèle en français. Et c'est vrai que quand on arrive, on a l'impression que les seules compagnies qui nous ouvrent les bras à grands bras ouverts en disant « Oh, vous attendez depuis si longtemps !» C'est toutes ces entreprises qui cherchent justement de la main-d'œuvre francophone parce que leurs services à la clientèle ont besoin justement de ces services. Donc voilà, donc moi personnellement, en tout cas pour mon expérience personnelle, c'est vrai que mon côté bilingue, ma francophonie m'a beaucoup servi, au début, mais pour tout ce qui était service à la clientèle. Voilà. Merci Nathalie. Alors, tu as la chance comme moi, évidemment, de travailler en français aujourd'hui au sein de Choc FM 105.1, mais c'est un privilège peut-être pour peu de gens de pouvoir travailler 100% en français dans la ville Rennes. J'ai vu beaucoup de sourires lorsque tu évoquais les fameux customer service, les fameux entry-level jobs, excusez-moi pour l'anglicisme. Donc, petit job, entre guillemets, souvent un petit peu ingrat, pas très bien payé, que l'on propose d'office aux francophones qui arrivent ici et qui n'ont pas forcément beaucoup d'expérience. Euh, Vous, mesdames et messieurs qui travaillez dans le domaine des ressources humaines, c'est quelque chose que vous observez beaucoup? Ben, je peux dire que euh, c'est ce que j'ai aussi vécu personnellement. Mais en fait, je pense qu'il y a deux aspects parce que ce que Nathalie a mentionné est très, très vrai. Moi, par exemple, j'ai fait mon université en Angleterre, donc j'ai passé 5 ans en Angleterre avant de venir. Donc, quand moi je suis arrivé, je parlais déjà un peu l'anglais, j'étais bilingue. Et puis, je suis allé à Montréal pendant 3 mois quand je suis arrivé. Et à Montréal, le problème que j'avais, c'est que on m'a dit que tout le monde est bilingue. Donc, ce n'était pas forcément intéressant de rester à Montréal, surtout que moi, je parlais déjà l'anglais et le français. Donc, ce qui m'a été suggéré, c'est de venir à l'Ontario parce que j'allais avoir un avantage compétitif parce que je parlais français. Mais ce que Nathalie a dit est très vrai. Moi, je me souviens quand je suis arrivé, je cherchais le travail, je suis allé dans une agence qui aidait les nouveaux immigrants à avoir un travail. Et la première chose, je suis tombé sur une compagnie et elle m'a fait l'interview et directement, ils étaient contents de m'avoir pour le travail. Et moi, en fait, je leur ai dit, je cherchais dans ressources humaines puisque j'ai étudié ressources humaines. Mais en fait, eux, ils étaient plus contents parce que je parlais français. Et le premier travail qu'ils m'ont suggéré, c'était un service à la clientèle au téléphone. Donc, en fait, pour eux, dès qu'ils sont venus, ils ont dit, ah, voilà un bilingue, c'est quelqu'un qui parle français. Et en plus, ils m'ont dit, si une fois que j'entre dans l'entreprise, je pourrais avoir un travail dans le département des RH
Donc, c'était pour moi, je leur ai dit, c'est une condition pour laquelle je vais accepter s'il y a une moyenne de progresser dans ce département. Et ils m'ont dit tout ce qu'il fallait, juste pour me permettre d'entrer dans la compagnie. Mais en fait, je me suis rendu compte après quelques mois que ça n'était pas le cas. Donc, mon français était ce qui m'a permis d'avoir le boulot. Par contre, donc en fait, ça, c'est vrai ce que Nathalie a mentionné, mais il y a autre chose aussi, un aspect que c'est vrai qu'il y a le service à la clientèle bilingue, mais ce que je veux ajouter, c'est que dans mon expérience personnelle, justement, j'ai pu avoir un travail en ressources humaines parce que je parlais français et anglais, mais c'est aussi dans un centre d'appel. Donc, pour ceux qui peut-être ont une idée de comment les ressources humaines marchent, en fait, dans certaines grosses compagnies, ils ont un département qui s'occupe des réponses des questions des employés. Donc, c'est un centre d'appel où vous appelez, par exemple, pour avoir des informations sur votre paye, sur vos avantages sociaux, etc., etc. Donc, c'est un peu le niveau de base d'entrée quand vous travaillez dans une grosse compagnie en ressources humaines. Et j'ai eu ce travail parce que aussi j'étais bilingue. Et j'avais une expérience dans un centre d'appel et ils avaient besoin de quelqu'un qui était bilingue dans un centre d'appel pour pouvoir répondre aux employés des clients, des questions des employés. Donc, en fait, c'est un peu mitigé dans mon cas parce qu'au début, évidemment, j'étais frustré parce que je ne me proposais que le service à la clientèle et ce n'était pas ça mon domaine. Mais en même temps, le fait que j'ai pu travailler dans un centre d'appel où justement on gérait les données des ressources humaines et parce que j'étais bilingue français et anglais, ça m'a permis de pouvoir le travailler. Donc, je dis que c'est un avantage comme un inconvénient, mais ça va dépendre vraiment de l'industrie et de ce que vous voulez faire. Merci beaucoup, Jean-Renaud. On touche du doigt déjà le cœur du problème, entre guillemets, là, je pense, avec ces premiers témoignages. Bien souvent, les nouveaux arrivants francophones vont être embauchés et peut-être que le français va faciliter en Ontario l'embauche parce que, comme tu le disais, c'est un atout concurrentiel parce que peu de gens finalement maîtrisent cette langue ici en Ontario. Mais en même temps, si je comprends bien, on est souvent embauché parce que l'on parle le français et non pas pour son expertise professionnelle passée, pour ses diplômes, pour la spécialité dans laquelle on veut travailler. Et bien souvent, on se retrouve dans ce type d'emploi de service à la clientèle qui ne sont pas nécessairement adaptés à notre spécialité. Angelina, est-ce que c'est quelque chose que tu vois aussi ou que tu as vu aussi beaucoup par ton expérience RH passée? Oui, bon, je vais pas répéter la même chose que mes collègues parce que j'ai la même expérience et je pense que j'ai dû travailler probablement avec la même agence de placement que JR parce que j'ai failli me retrouver. J'ai un call center, mais en RH, si tu veux, auquel j'ai dit non. Mais c'est vrai que les nouveaux arrivants doivent s'armer de patience. Je dis souvent aux gens, quand ils sont dans leur stratégie de recherche d'emploi, il faut qu'ils utilisent les agences de placement pour trouver un emploi. Pas que ce soit juste une porte d'entrée, enfin, c'est pas la seule porte d'entrée, pas du tout, mais ça ouvre des opportunités parce que une agence de placement qui peut avoir une offre à ce moment-là pour vous qui correspond à votre profil, à votre niveau de langue en français ou en anglais, ça peut vous ouvrir des portes. Les entreprises utilisent les agences de placement parce que soit elles n'ont pas les ressources pour faire le recrutement elles-mêmes ou parce que il faut une recherche confidentielle pour un employeur. Donc, sur un coup de chance, il y a peut-être une opportunité qui peut s'ouvrir, que ce soit des emplois d'adjoints administratifs, donc ce qu'on appelle plus ça, mais peut-être l'équivalent, peut-être en France, si on dit secrétaire. Ça peut être aussi des postes de réceptionniste. Effectivement, il faut avoir une stratégie dans sa recherche d'emploi pour savoir ce qu'on accepte ou ce qu'on n'accepte pas. Et il faut s'armer de patience pour savoir qu'on ne va pas toujours être bien reçu, par exemple, quand on va dans des agences de placement. C'est pas qu'on vous aime pas, hein, mais c'est que eux, ils ont un business et qu'il faut qu'ils placent les gens pour pouvoir faire de la marge et pouvoir faire de l'argent. Il y a vraiment des gens qui vont vous aider, qui vont pas vous prendre pour un chiffre. Et puis, il y a des gens, vous n'allez jamais entendre parler d'eux. Et puis, c'est déjà difficile en tant que candidat ou de nouvel arrivant de se retrouver dans un marché où on sait que notre anglais, ça peut être un frein, tout comme un avantage. Et du coup, c'est ne pas laisser les gens atteindre notre morale et puis notre détermination pour obtenir ce qu'on veut. Il faut avoir un peu d'argent de côté, je pense, quand on arrive et être
capable d'être patient et de faire du réseautage et de rencontrer les bonnes personnes qui peuvent vous ouvrir des portes. Je pense que ce sont les clés au moment où on arrive, le réseautage et d'avoir une stratégie et de savoir ce qu'on est prêt à accepter ou de pas accepter. Alors, vous êtes toutes et tous, je crois, installés au Canada depuis pas mal d'années, professionnels de votre domaine d'activité désormais bien installés, entre guillemets, mais vous êtes tous passés par cette case nouvel arrivant et peut-être avez-vous dû affronter cette situation difficile parfois de repartir, entre guillemets, à zéro. Où tu es aujourd'hui agent immobilier, tu le disais tout à l'heure en introduction. Est-ce que tu as toi aussi dû faire des compromis lorsque tu as commencé ta recherche d'emploi ici en Ontario? Ah oui, beaucoup de compromis, je pense. Parce que quand je venais, mon anglais, c'était vraiment un anglais de base. I am, you are. Donc, tu te demandes c'est quoi tes expériences. En plus de la langue, il y a ce qu'on appelle l'expérience canadienne. Donc, quand tu viens, on te dit, oh, tu n'as pas l'expérience canadienne. J'étais comme, mais j'ai étudié au Canada. J'ai eu des petits emplois au Canada. Il m'a dit, non, tu n'as pas l'expérience canadienne. Donc, il fallait que je commence par le bas. Oui, l'anglais, le français a été un frein à un moment donné parce que quand tu pars chercher du travail, on te disait, non, il faut parler l'anglais. Mais en même temps aussi, ça a été un bénéfice pour moi parce que je parlais français. Donc, je me suis dit, c'est quel atout que j'ai en main maintenant? C'est le français. Donc, j'ai commencé par enseigner le français, par le tutorat. Et en même temps, les personnes m'apprenaient l'anglais. Donc, c'est là, mon anglais s'est amélioré au plus vite. Et je me suis focusée sur qu'est-ce que je veux. Je contactais les agences les compagnies. Et puis, j'ai imprimé mon CV. J'allais chaque jour. Comme traditionnellement, hein, j'allais frapper à la porte. OK, voici mon CV. Je suis agente immobilière. Je suis Oumou. J'ai gradué et puis je parle français. Je peux vous aider avec vos employés ou vos clients francophones. Et c'est comme ça que j'ai eu mon premier emploi. Pas directement, mais en faisant du bénévolat. Il y a une personne qui m'a dit, ah, ben, OK, il y a une place ici. Est-ce que tu peux venir? J'ai dit, OK, je vais venir. Et j'ai fait 1 semaine, 2 semaines à travailler avec eux en français, à les aider avec leurs événements. Et j'ai eu mon premier emploi. Je pense que pour les nouveaux arrivants, le challenge, c'est vraiment de comprendre que quand tu viens dans un milieu, ce n'est pas forcément parce que tu es francophone qu'on va te servir un travail sur un plateau d'or. Il faut aller chercher. Il faut avoir l'intention de ce que tu veux. Qu'est-ce que je veux? N'hésite pas à aller frapper à la porte de chaque personne. J'ai compris aussi qu'en Ontario, ce n'est pas vraiment ta langue, c'est le résultat que tu peux offrir à la fin de la journée. Donc, si tu as autant que tu commences à parler, moi, je faisais des gestures. J'ai dit, OK, la manque, OK, ça. Et en même temps aussi, il y a Google Translation que tu peux utiliser. Je disais, tant qu'il y a la volonté, tu peux y arriver. Dans le domaine de l'immobilier, comme c'est la question aussi que Guillaume m'a posée, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de francophones en tant que tel dans ce domaine-là, parce qu'en Ontario, disons que même pour exercer le domaine de l'immobilier, il faut qu'on parle l'anglais. Il faut officiellement que tu sois bilingue. Oui, le français m'aide beaucoup à atteindre d'autres clientèles qui sont confortables à parler français lors de leurs transactions, mais toujours est-il que je dois parler l'anglais dans toutes mes transactions pour dealer avec les autres. Et est-ce que tu as une clientèle francophone, peut-être qui représente une majorité de ta clientèle, ou est-ce que c'est plutôt une infime portion? Est-ce que c'est représentatif de l'ensemble de la population de l'Ontario? Comment est-ce que tu chiffreras ça? Ça, c'est une très bonne question, ça, Guillaume. Ma clientèle, elle est mixte. J'ai de la clientèle anglophone et de la clientèle francophone. C'est sûr que mon début, c'était plus la clientèle francophone parce que mon objectif, c'était vraiment d'amener cette connaissance dans le domaine immobilier en français. Parce que beaucoup de personnes, parce qu'ils ne comprennent pas les termes, ils ne comprennent pas les mots qui se trouvent dans l'immobilier. Et mon objectif, c'est de faciliter ça et de le faire en français. Pour que quand je te parle, tu puisses comprendre, que tu puisses me poser des questions si tu ne comprends pas et que je puisse mieux te clarifier. Donc, j'ai dans les deux sens. Merci pour le témoignage. Nathalie, tu veux réagir à ce qui vient d'être dit? Oui, en fait, moi, je voulais réagir à quelque chose que Angelina a souligné. Le fait de savoir poser des limites et de savoir ce qu'on est prêt et ce qu'on n'est pas prêt à accepter comme travail.
et la mention surtout de la santé mentale sur ça. Parce que c'est vrai que quand on dit qu'on est prêt à prendre un travail qu'on n'aime pas, pour revenir sur mon exemple personnel, donc moi je suis journaliste de formation, j'ai fait toutes mes études à Paris, j'ai toujours travaillé en tant que journaliste. Et mon premier travail ici à la banque, c'était à la banque, pardon. Mon travail en tant que premier arrivé, premier travail, c'était de parler sur un chat pour une banque avec les clients pour qu'ils me parlent de leurs problèmes de banque. Primo, je savais absolument rien du domaine financier, que ce soit en France ou ici. Et de deux, j'ai appris aussi tout ce qui était le management ici, qui est très différent du management en France. Et moi, venant du monde des médias, rien à voir avec ce que je connaissais en fait. Et du coup, oui, j'étais prête à prendre ce travail parce que dans ma tête, ça allait durer que quelques temps. C'est ça aussi le truc, c'est qu'on est prêt à faire certaines concessions en se disant que ça va être sur un laps de temps relativement court. Si on m'avait dit que j'allais signer pour 1 an et demi, peut-être que je ne l'aurais pas fait au début. Mais c'est surtout ça, en fait. Donc, on est prêt peut-être à faire quelques concessions, mais on ne sait jamais sur la durée combien de temps ça va réellement durer. Et surtout, on ne sait jamais combien de pression, comment en fait ce travail qui ne nous plaît pas forcément ou qui correspond pas du tout à nos attentes peut nous affecter en fait. Et je trouve ça très intéressant parce qu'en fait, après, je pense que ça dépend de la personnalité des gens autour de soi, mais il y a deux tendances en général. C'est soit bah, on baisse le dos, on baisse la tête et on se dit, bon, bah, au moins je peux payer mon loyer à la fin du mois, puis on prend sur soi, puis on se dit que ça va aller mieux. Ou alors, il y a des gens que j'ai vu tomber dans des dépressions super profondes, en fait, parce qu'ils ne se rendent pas compte, ils n'arrivent pas, en fait, à savoir quand est-ce que va arriver cette fin de je prends sur moi, de c'est dur. Ils ne voient pas forcément la lumière au bout du tunnel. Et du coup, je me demandais si c'est, je demande plutôt à JR et à Angelina pour le coup, mais est-ce que ça, c'est des choses que vous avez déjà entendues de gens qui vous disent, bah voilà, je suis pas au bord du burn-out, mais on n'en est pas loin. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. J'ai pris ce travail en me disant que j'étais capable de faire l'effort d'eux. Et puis au final, je me rends compte que personnellement, je n'y retrouve pas mon compte. Et voilà, parce qu'en fait, c'est vrai que comme tu disais, c'est important de savoir jusqu'à où on peut aller, mais on ne sait jamais combien de temps ça va durer. Ben, je vais répondre. JR, ça te va si je commence, JR? Non, vas-y, t'inquiète. Écoute, je pense qu'il y a, tu sais, tout à l'heure, je parlais de stratégie, ça dépend avec quel type de visa tu décides d'arriver au Canada et où tu en es dans ta vie professionnelle. Quand tu arrives après, peut-être juste après l'école ou après 1 ou 2 ans d'expérience de ton pays d'accueil, donc pays d'accueil, tout pays dans le monde, peu importe où c'est, t'es prêt encore à te faire les dents, à prendre un petit boulot. L'argent, c'est pas ce qui compte. Il faut que tu vois ça comme une opportunité pour améliorer ton anglais. Mais j'ai aujourd'hui des clients qui arrivent avec des vrais projets en tant que résident permanent, qui ont déjà 10 ans d'expérience. Donc, effectivement, ça revient sur la stratégie et combien de temps qu'est-ce que tu te permets, les gens qui arrivent et avec qui je travaille, enfin, les gens qui arrivent au Canada et avec qui je travaille qui ont déjà 10 ans d'expérience, le call center, c'est sûr que ça ne va pas être une porte d'entrée. Néanmoins, on arrive tous avec un certain diplôme, un certain background, une certaine expérience de son pays d'accueil. Et je ne sais plus où j'allais avec mon histoire. C'est que je sais plus. Je sais plus où je vais aller. Mince. JR, vas-y, je sais pas ce que j'étais en train de dire. Ça va me revenir dans 2 petites secondes. C'était hyper important, pourtant, je vous promets. Mes clients, la stratégie, le burn-out. Peut-être sur le burn-out et la maladie mentale, la question ça. de la santé mentale. Oui, en fait, j'allais dire, il y a aussi le côté où quand on arrive avec certains types de visas, on peut être bloqué avec son employeur. Et donc, c'est là où on voit les travers, où on est bloqué, on n'est pas heureux, on n'atteint pas nos objectifs et on ne connaît pas ce qu'on peut faire ou pas faire avec un employeur. Ça peut mettre les gens dans des situations très inconfortables, voire déplorables d'un point de vue de la santé mentale. Et donc, il faut être paré et savoir quels sont nos droits. Et ça, encore une fois, quand on arrive dans un nouveau pays, on ne les connaît pas et il faut savoir qu'on a quand même des protections. Mais
d'un point de vue du call center, je veux quand même un peu les défendre. C'est une très bonne porte d'entrée pour apprendre le management nord-américain qui est extrêmement différent de ce qu'on peut connaître dans d'autres pays. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Bah, en fait, Et Angelina, ouais, Jean-Renaud. non, non, ben, je voulais juste aussi ajouter parce que ben, elle a mis stratégie et ça, c'est très important, mais je voulais aussi ajouter aussi une bonne connaissance de ce qu'on a de son domaine. Moi, juste pour revenir à Nathalie, le burn-out, moi, par exemple, je l'ai aussi vécu, mais l'un des trucs que j'ai appris avec le temps, c'est qu'il faut vraiment connaître le domaine dans lequel tu viens parce que dans la manière dont on parlait d'être des centres d'appel. Moi, aujourd'hui, je peux me dire que le boulot que je fais aujourd'hui, le travail qui est vraiment, enfin, j'aurais même pas dit que j'aurais eu fait quand j'arrivais, mais il est vraiment celui que j'espérais et qui est bien dans ce sens. Si je n'étais pas passé par ce centre d'appel de ressources humaines, je n'aurais pas fait ce travail aujourd'hui. Et je m'explique parce qu'en fait, ce centre d'appel m'a permis justement de connaître beaucoup les systèmes de ressources humaines qui en fait est devenu un avantage pour moi quand je suis quitté le centre d'appel pour venir dans une autre compagnie qui m'a engagé parce que j'avais une connaissance des systèmes de ressources humaines et parce que j'étais bilingue. Et après, j'ai eu la chance encore d'aller dans une autre compagnie qui m'a aussi engagé pour cette même raison et qui, en fait, avec l'idée de, parce que je parlais français, pouvait m'aider avec des clients, des employés qui étaient au Québec. Et aujourd'hui, ben encore dans mon travail de consultant que je fais en système dans Workday, l'avantage encore d'être français ou de parler français est encore un avantage parce que là maintenant, il y a une expansion qui est en train de se faire avec le système Workday, par exemple au Québec. Et quand je suis maintenant présent avec d'autres compagnies qui essaient de me recruter, ben, en fait, l'avantage de parler français et d'être certifié Workday est un avantage. C'est ce qui va être comme une valeur ajoutée. Donc, pour revenir, en fait, il faut être, elle a dit la stratégie, c'est très, très important parce que souvent quand on arrive ici, on écoute ce qu'on nous dit, mais en fait, on ne sait pas vraiment ce qui se passe ici. Donc, en fait, on a deux messages. Il y a un message du gouvernement qui dit, bah, venez, venez, on a besoin de vous. Mais en fait, il y a une réalité du terrain qui est complètement différente. Donc, en fait, avant de venir, il faut déjà être vraiment très stratégique. Si vous avez la chance d'avoir des gens qui sont ici, bah, il faut déjà savoir qu'il faut discuter déjà stratégiquement par rapport à ce que vous allez faire. Et le networking, on a mentionné, mais vraiment connaître son domaine. Parce que il y a toujours une option, surtout si vous êtes bilingue, mais si vous savez c'est comment le domaine dans lequel vous êtes fonctionne, vous pouvez créer des opportunités parce que vous êtes francophone. Vous pouvez en fait dire que ben, si vous êtes dans une industrie, que ce soit la banque, l'assurance, et vous avez une certaine expertise, ben, vous pouvez dire, ben, est-ce qu'il y a un nouveau marché qu'on peut développer au Québec et où il y a peut-être une demande où, même comme je suis à l'Ontario, je peux être engagé par rapport à ça. Donc, il faut vraiment en fait avoir une... Parce qu'il y a toujours des opportunités. Et LinkedIn, juste pour finir, c'est aussi un outil que j'ai beaucoup utilisé. Ben, tous mes boulots jusqu'à celui-ci, en fait, je ne l'ai même pas appliqué, on est venu me trouver sur LinkedIn. Et ce qui a aidé beaucoup, c'est la manière dont c'est présenté et le fait que sur mon profil directement, je mets toujours bilingue. Je mets toujours français, anglais et après, je mets ma spécialité. Donc, c'est vrai, on nous propose un travail, des boulots de service à la clientèle qui arrive et on est souvent très frustré. On se dit, mais attends, j'ai fait tous ces diplômes, je ne peux pas venir faire service à la clientèle et comme ça. Mais en fait, un, il faut déjà être stratégique. Deux, si vous avez le temps financier pour pouvoir voir, et comme on disait tout à l'heure, de ne pas tout accepter, vous pouvez en fait prendre le temps d'étudier l'environnement et trouver une opportunité qui vous permet d'aller loin, en fait, d'utiliser votre français. Donc, mais au début, je vois que beaucoup de mes amis, bon, parce qu'ils sont un peu financiers, ils sont pas assez gardés, enfin, ils ont peut-être un problème un peu d'argent, ils se disent qu'ils vont prendre ce travail juste pour quelques mois et après se retrouvent à rester 2, 3, 1 an et ça devient un cycle. Et c'est comme ça que ça crée un burn-out. Parce qu'une fois que vous êtes dans ce cycle, vous avez du mal à sortir, vous n'avez pas le temps de trouver un autre emploi et tout, et tout, et tout. Et donc, ça fait un peu ce burn-out. Merci Jean-Renaud. Donc la francophonie, un atout sous certaines conditions, en particulier celle d'avoir une stratégie à long terme, si je comprends bien. Oumou, tu voulais réagir? Oui, merci beaucoup, Guillaume. Je pense que Jean a dit ce que je voulais dire, mais aussi, je vais ajouter un autre point. Comme l'a dit, le réseautage est très important. Quand vous arrivez dans un milieu, je pense que ne pas avoir peur d'aller voir d'autres personnes, pas juste dans la communauté francophone, allez dans d'autres communautés. Et puis, exposez vos services, exposez votre langage, ils vont pouvoir vous aider beaucoup. Et puis, il y a une autre chose aussi, c'est vrai que quand vous rentrez dans un cycle,
Quand on commence, par exemple, une personne qui a eu un master en finance ou un master en marketing, puis commence avec ce qu'on appelle customer service, souvent c'est difficile de sortir. Parce que ton employeur prochain va regarder, ah, mais tu n'as que des expériences de customer service. Comment je peux t'engager en marketing? Donc, souvent, ça devient un peu plus difficile pour la personne de sortir. Et comme il l'a dit, c'est vraiment d'avoir un peu de saving aussi, d'épargne à côté. Et puis, même si c'est pour faire des bénévolats dans le domaine que tu veux, va le faire. Là, tu vas être plus engagé que quand tu commences souvent du bas, c'est difficile d'arriver là où tu vas aller. Soit tu vas sortir pour te faire réformer encore, ou soit tu vas passer par, ça va te prendre plus de temps pour arriver là où tu es. Je prends un exemple. C'est une connaissance qui est venue, qui avait déjà eu plus de 10 ans d'expérience en finance, mais il a commencé par le call center parce qu'il devait nourrir sa famille ici au Canada. Avec 10 ans d'expérience, quand il a commencé à chercher de l'emploi, c'était difficile pour lui. Le salaire qu'on lui payait normalement pour le nombre d'expérience qu'il a, ça lui a pris environ 6 ans pour y arriver. Comparativement à une autre personne que j'ai connue aussi, qui est venue, mais qui a réseauté depuis qu'il était en France, qui a commencé à réseauter, qui a commencé à faire la connexion. Puis quand il est venu, il a commencé à faire du bénévolat, à aller voir ses leaders dans ce domaine-là. Il a commencé après une année. C'est vrai qu'il s'allait après 6 mois pour trouver du travail, mais il a commencé là où il devait être, avec un bon salaire. Donc, c'est vraiment beaucoup de stratégies que vous devez mettre en place. Oui, le Canada vous invite à venir travailler ici, mais il faut savoir que la réalité du terrain est tout à fait différente. Il faut être prêt. Il faut être prêt financièrement, il faut être prêt mentalement, parce que la recherche de travail, ça peut être vraiment stressant. Tu peux impliquer à 50 emplois et ne rien avoir. On peut vous dire, non, tu n'as pas l'expérience canadienne. Non, ton anglais n'est pas parfait. Et etc., etc. Donc, à ça, je vais ajouter aussi la pandémie, mis à part le côté qui a été mauvais, a eu un bon côté, travail à distance. Donc là, tu peux être en Ontario où tu peux parler toujours, tu peux améliorer ton anglais et travailler à Saskatchewan, travailler au Québec. Donc, quand tu vas être prête maintenant à sortir, tu peux sortir et puis chercher quelque chose dans ton domaine en Ontario, exemple. Merci Oumou. Alors, plein de bons conseils pour les nouveaux arrivants et futurs nouveaux arrivants qui vont écouter cette émission Droit de réponse sur les ondes de Choc FM. Je rappelle qu'on est toujours dans ce débat sur cette question de la francophonie, moteur ou frein du succès individuel en Ontario. Angelina, tu voulais ajouter quelque chose sur ces derniers points? Oui, parce qu'on parle beaucoup des gens qui arrivent et des difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Mais comme l'a dit JR, l'immigration, c'est aussi du long terme. Donc, ce que vous avez comme, comment dire, what you acquire, est-ce que quelqu'un peut m'aider avec ce mot? Un atout, ce que vous avez comme atout. Merci. L'atout que vous gagnez au début, comme le disait JR, de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances, une meilleure compréhension du marché, une meilleure compréhension de votre industrie dans un environnement que vous ne connaissez pas. Tout ça, c'est des forces que vous créez. C'est des choses que vous allez pouvoir utiliser quand vous allez rencontrer de nouveaux employeurs. Vous allez pouvoir le dire, j'ai fait ça, voilà ce que j'ai appris de cette expérience. Donc, quand on parle de l'expérience canadienne, je l'entends très souvent autour, c'est des portes qui sont fermées parce que j'ai pas d'expérience canadienne. Alors, je suis sûre que ça existe, hein, attention, mais en tant que RH en entreprise, et je sais pas, JR, c'est ton cas aussi, je n'ai jamais entendu un leader me dire je ne peux pas embaucher cette personne parce qu'elle n'a pas l'expérience canadienne. Et jamais. J'en ai entendu des choses, hein. Je vous promets, j'ai entendu beaucoup de bien inconscients, mais celle-ci, jamais. Alors, c'est peut-être un bien inconscient, mais en tout cas, ça n'a jamais été verbalisé autour de moi que la personne n'avait pas d'expérience canadienne. Mais du coup, c'est un bon point, tout le côté réseautage, où les gens sont plus facilement ouverts à vous offrir une chance quand ils vous connaissent déjà. Et ça, c'est juste humain. Et je pense que c'est vraiment une stratégie, que ce soit avant que vous arriviez ou quand vous êtes déjà au Canada depuis un petit moment, parce que ça ouvre des portes.
peu importe où vous en êtes dans votre crise professionnelle, chronologie professionnelle. Merci Angelina. Alors, tout ce qui a fait débuter le projet de cette émission Francophonie moteur ou frein au succès individuel en Ontario, c'était la lecture d'un article l'an dernier de notre confrère Radio-Canada qui révélait que de plus en plus de nouveaux arrivants, justement, cachent sur leur CV le fait d'être francophone pour ne pas se faire offrir ces jobs de base et pour davantage avoir de chance dans leur domaine particulier. Alors, on n'est pas là évidemment pour décourager les nouveaux arrivants, mais est-ce que c'est quelque chose que vous avez observé vous-même qui êtes professionnel RH? Je pense en particulier à Angelina et Jean-Renaud. J'ai pas observé ça pour la simple raison que moi, je suis pour qu'on le montre. Encore une fois, c'est un atout. C'est vrai qu'on arrive, et moi, en fait, ce que moi j'ai vu sur LinkedIn, je me rends compte que certains, soit à l'époque, certains recruteurs, ils voyaient juste au français et puis proposaient un service à la clientèle. Mais moi, je pense que c'est un atout. Et je pense que c'est un atout parce que je crois que ce pays, c'est un pays neuf, entre guillemets, qui est toujours en train de se développer. Il y a de nouveaux marchés, de nouvelles opportunités. Et donc, ça veut dire que parce que c'est un pays bilingue, le français sera toujours un avantage. Maintenant, après, il faut créer l'opportunité. Moi, je pense que beaucoup, quand on arrive, on a l'impression que ça va forcément être disponible. Ça peut être disponible, dépendant de le domaine où vous êtes. Mais après, il faut se dire que c'est un pays qui est en train de se développer, donc l'opportunité va être là. Le français, c'est un atout, mais il faut savoir comment le présenter et dans quel domaine. Moi, je dis, par exemple, je suis dans mon domaine. Moi, je sais qu'il y a une demande qui est en train de se faire au Québec, dans mon domaine où je suis. Ils disent qu'il n'y a même pas assez de francophones. Je parlais justement à un gestionnaire qui est justement de la compagnie, enfin, du système avec qui je parlais, et il m'expliquait en fait qu'eux, ils ont une grande ambition de se développer au Québec. Mais malheureusement, ils ne trouvent pas assez de personnes bilingues. Et moi, je travaille pour leurs compétiteurs, en fait, dans le même domaine, et ils essayaient même de me récupérer pour pouvoir. Donc, dans beaucoup d'industries, c'est ce qui est en train de se passer. Il y a une volonté de pouvoir déployer des produits, surtout, et même aussi à l'Ontario, sachant qu'il y a beaucoup de plus de francophones à l'Ontario. Donc, c'est un avantage, mais comme on insistait tout à l'heure, c'est le réseautage. Parce que souvent, cette information n'est pas divulguée. Donc, il faut apprendre à aller à connecter avec les gens qui sont dans leur domaine. C'est-à-dire que savoir quelles sont les associations qui sont présentes, faire en sorte que vous avez... Et puis même sur LinkedIn, moi, je me souviens quand j'arrivais, c'est après que j'ai appris ça, l'un des atouts qu'on m'a dit, quand vous êtes sur LinkedIn, cherchez l'industrie et contactez la personne directement. Dites-lui juste que vous voulez connaître un peu ce qui se passe. Juste une question, genre, moi, je suis spécialiste en ressources humaines. Je souhaiterais savoir comment les opportunités que vous avez dans ce domaine. Et puis, est-ce que vous pensez qu'en français, dans un système francophone, il y a une demande de ce service? Vous créez la conversation. Donc, le cachet, moi, j'ai pas, pour répondre à la question originale, moi, j'ai pas vu assez des personnes qui l'ont fait, mais moi, je suggérerais personne de le faire parce que c'est un avantage et aujourd'hui, ça va toujours être un avantage. Mais vous allez toujours avoir des recruteurs qui vont venir vous voir malheureusement pour vous suggérer des boulots de centre d'appel. Ça va toujours arriver. Mais comme on a dit depuis le début, il faut être très stratégique, il faut savoir dire non. Il faut se dire que si j'ai suffisamment épargné, et comme on dit, il faut vraiment avoir une approche très stratégique. Si vous avez suffisamment épargné, vous vous donnez 1 an pour faire, je dirais comme ça, tout ce réseautage. Donc, vous dites non à ce genre de service, de boulot, parce que si vous y allez, vous avez du mal à sortir. Et puis après, vous faites du réseautage, du bénévolat, ou moi, mentionner du bénévolat. Ça, c'est très important parce qu'il y a beaucoup d'associations dans beaucoup d'industries qui cherchent des volontaires, que ce soit en ressources humaines, finances, etc., où vous pouvez faire du volontariat et rencontrer les dirigeants dans votre industrie. Donc, quand vous allez avoir cette approche, je pense, enfin, moi, je l'ai vu, ça m'a pris un peu de temps, mais j'aurais voulu qu'on me le dise au début, mais je ne suis pas déçu d'avoir ou bien d'être passé par là. Donc, je n'ai pas rencontré des gens qui ont enlevé le français sur leur CV, mais je ne recommanderais pas de l'enlever. Je penserais qu'il faut même le mettre en haut en gras parce que c'est une force et on est dans un pays qui est en train de se développer. Le français et l'anglais seront toujours un avantage, surtout le français, pas un désavantage.
Merci beaucoup, Jean-Renaud. Alors, des très bons conseils, encore une fois. Je note que tu insistes beaucoup pour l'usage de LinkedIn, qui est un excellent outil. Le bénévolat, qui a été mentionné aussi plusieurs fois par Oumou, notamment, qui évidemment est très mis en avant. Nous, on en sait quelque chose ici à Choc FM, une coopérative qui travaille avec de très nombreux bénévoles toute l'année. Et pour eux, c'est une source, évidemment, de réseautage intense. Et donc, ne pas hésiter à être proactif, à aller de l'avant, à frapper aux portes et à rencontrer des gens pour créer ces opportunités dans ce pays neuf. Voilà d'excellents conseils. Mais puisqu'on parle de francophonie comme moteur succès individuel, je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question maintenant pour celles et ceux qui sont bien établis, de savoir si le français justement est un atout maintenant en termes, parlons chiffres, de salaire. Est-ce que de vos expériences, il y a un bonus à être francophone? Bon, pour avoir vu beaucoup de grilles salariales, euh, si l'entreprise a une philosophie de rémunération qui a du sens et qui se rend compte que pour attirer les talents qui sont rares et compétents, oui, il y a alors je dirais pas, c'est pas énorme non plus, mais il y a un avantage financier à avoir les deux langues parce que c'est euh, la demande, l'offre et la demande. C'est pas, on est bilingue, mais l'entreprise elle va quand même chercher quelqu'un qui est compétent. Et donc, ça reste la compétence et combien de personnes qui sont compétentes peuvent faire cet emploi, m'apporter les résultats que je recherche et parler la langue. Et du coup, tout de suite, le bassin de talent est moins important. Donc, si tu veux attirer les meilleurs et les garder pour pas aller chez les concurrents, parce que JR, je suis sûre qu'ils viennent le chercher avec des sous aussi, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est effectivement un atout. Peut-être pas au début, mais quoique dans les call centers, souvent, c'est 1 ou 2 dollars de plus, dans mes souvenirs, parce qu'on est bilingue. C'est un atout. C'est en fait, moi, je peux acheter que ça fait une différence salariale par rapport au service qui est offert. Donc, si moi, je sais que, comme je disais tout à l'heure, la plupart, après que j'ai commencé, ben, tous les autres boulots, c'était toujours bilingue. Donc, du moment où ils recherchent, si vous voyez dans la liste mentionné qu'ils recherchent quelqu'un qui est bilingue, ça devient un atout salarial parce qu'ils vont vous payer pour la qualité, pour ce que vous faites. Bon, moi, je sais que bizarrement, chaque fois qu'on disait bilingue, mais j'arrivais et je faisais plus l'anglais que le français. Donc, je trouvais ça toujours très drôle. Mais parce qu'en fait, je ne sais pas, ben, peut-être ma compétence me permettait toujours plus de travailler en anglais. Mais je sais que si c'est mentionné dans le titre de l'emploi, ça veut dire en fait que vous avez un avantage salarial parce que c'est une compétence requise. Donc, même dans ce que je fais, ils mettent bilingue, ça va toujours être une compétence requise. Donc, si quelqu'un lui ne parle que anglais, en ce moment, il est supposé être payé moins que vous si vous parlez les deux langues. Donc, pour répondre à Guillaume, c'est vraiment, ça va dépendre du titre de l'emploi. Si c'est mentionné bilingue, que c'est ça qu'ils recherchent, ça va être un atout salarial. Ça va être un avantage comparé à quelqu'un qui parle qu'anglais. Et moi, je confirme ce que Angelina a dit à cette fameuse époque où je travaillais à la banque. J'avais comparé mon salaire avec ceux de mes petits camarades et effectivement, moi qui me plaignais de mon salaire trop bas, et ben en fait, j'étais un petit peu mieux lotie que les autres. Alors après, je rejoins Angelina, hein, c'était pas des milliers des cents en plus, mais c'était ouais à la fin du mois quelques dollars de plus que j'étais contente. Du coup, je me disais ah ben en fait ça sert à quelque chose. Mais c'est vrai que c'était pas non plus incroyable en fait. Et puis c'est ça le truc aussi. Après bon. Peut-être que c'est que moi et que je me prétendais être je ne sais qui, mais je m'attendais à avoir une vraie différence parce que je me disais, mais vous vous rendez pas compte comment c'est dur de parler français et ceux qui sont censés être bilingues dans votre entreprise, ils n'alignent pas 3 mots corrects. Parce que c'était vrai, en fait, il y avait les gens qui disaient je parle français étaient, comment dire, vérifiés, validés par des gens qui eux-mêmes ne parlaient pas le français, en fait. Donc moi, quand ils me disaient, est-ce que vous pouvez nous prouver que vous parlez le français? Bah, je leur disais, bah, déjà, mon passeport est français, je suis avec un visa, moi j'avais un PVT quand j'étais arrivée, donc forcément, on le sait. Et donc, c'était obvious, c'était clair et net que je parlais français puisque mon anglais n'était pas incroyable. Mais par contre, il y avait des gens qui étaient
anglais, anglophone, et qui avait pris French Immersion ou qui avait pris quelques cours de français et qui était capable de donner 3-4 mots en français et qui, du coup, était considéré comme bilingue, qui, du coup, avait aussi les mêmes avantages, entre guillemets, financiers que moi. Mais par contre, ça m'était déjà arrivé de récupérer, par exemple, des chats à l'époque où je faisais du chat en ligne, récupérer des chats de francophones qui avaient parlé déjà avec un agent qui était supposé être bilingue et qui me les renvoyait parce que la personne en face ne comprenait pas un mot de ce que l'autre disait. Donc, en fait, il y avait ça aussi. Être bilingue, ça ne veut pas dire parler un français comme nous, là, on le parle, qui est notre langue maternelle. Il y en a beaucoup qui ont appris le français sur le tard et le très, très tard même et qui profitent de ça pour se dire « Ah, mais en fait, il y a un super atout. Moi aussi, je veux dire que je suis bilingue parce que je sais dire bonjour et j'aime les croissants, en fait. » Donc, il y a aussi ça à prendre en considération. Merci Nathalie, c'est très intéressant et on va élargir sur l'aspect un peu plus culturel dans quelques instants, mais juste avant, je vais prendre la réaction d'Angelina. On parlait de bilingue, il y a quand même quelque chose parce que le bilingue, c'est surtout pour soutenir des entreprises québécoises, très souvent. Et parfois, certaines entreprises vont rechercher le français dit québécois. Alors, c'est pas toujours évident quand on vient d'arriver au Canada de connaître le français québécois. Je pense que c'est une question de rassurer l'employeur qu'on peut s'acclimater. Et quand je parle d'acclimatation, c'est parce que au Québec, surtout à Montréal, où ils sont envahis par des Français de France, beaucoup, il y a un peu, d'un point de vue culturel, où on peut arriver avec un aspect, j'arrive avec une certaine éducation parce que c'est ce que mon pays m'impose pour pouvoir trouver un emploi. Mon français est meilleur que le tien parce que tu as des expressions qui datent de 1748. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit cette date, mais l'important, c'est de rassurer l'employeur et d'être ouvert à la différence culturelle de la langue et d'être prêt à apprendre et de voir ça comme une richesse plutôt que d'être dans une certaine infériorité ou supériorité par rapport au langage. Et je pense qu'à partir du moment où on est capable aussi de se faire apprécié par nos groupes clients au Québec, ça aide aussi dans l'insertion professionnelle. Parce qu'au début, quand vous allez commencer à travailler, et j'ai travaillé beaucoup au Québec, ils vont un peu tester et voir. Et puis RH, on est rarement apprécié. Je ne sais pas pour toi, JR, mais pour se faire apprécier, ça prend un peu d'exercice et un peu d'aptitude personnelle. C'est important d'accepter la différence dans la manière dont on discute et plutôt d'apprendre avec eux. Guillaume, si je peux ajouter un petit mot, s'il te plaît, au niveau de salaire, moi, il y a une autre chose je vais acheter, il faut négocier aussi. Hein. Moi, je sais qu'en Oui. tant qu'Africain et où j'ai grandi, on ne sait pas négocier les salaires. Donc, en général, quand on nous propose, on ne sait pas forcément, mais je pense que parce que vous parlez français, ça doit être une atout pour vous de négocier un meilleur salaire, évidemment en comparant avec ce qui est donné dans le domaine. Moi, je pense que c'est ça qui est souvent on oublie parce que ils vont vous proposer quelque chose. Bah, si vous n'êtes pas confiant et dites que le travail demande qu'on doit parler français, comme dit Nathalie tout à l'heure, moi, je parle très bon français. Je sais que tous les clients qui vont venir me voir, il n'y aura qu'un retour, une compréhension, ce qu'ils n'ont pas compris. Donc, par rapport à ça, j'estime que je dois être payé plus parce que moi, je garantis que le travail va être bien fait en français. Donc, je pense qu'il y a aussi cet aspect qui est souvent oublié, c'est quand on nous donne un espace, il faut négocier, il faut se montrer, mettre en valeur et dire pourquoi le français va permettre de faire très bien mon travail. Donc, en ce moment, je devrais être payé un peu mieux. Très intéressant, en effet, Jean-Renaud, merci beaucoup. Et quelques chiffres, je vais citer Statistique Canada. En 2016, plus du tiers des immigrants francophones en Ontario provenaient de l'Afrique, 35%, et un quart environ venait d'Europe, 28%. En 2021, 77% des nouveaux immigrants francophones en Ontario détenaient la citoyenneté d'un des pays suivants par ordre décroissant. La France, qui arrive en première position, là c'est assez surprenant, le Burundi, la République démocratique du Congo, Haïti, le Maroc, la République fédérale du Cameroun, l'Algérie. Là, ce sont des sources du 4e trimestre 2021 du gouvernement de l'Ontario. Alors, élargissons sur l'aspect culturel, justement. Est-ce que vous avez ressenti parfois des défiances ou des incompréhensions culturelles du fait de vos origines francophones, de vos pratiques peut-être également
de la langue. Est-ce que en milieu minoritaire, vous avez observé ce type de défiance? Je n'allais pas parler forcément de racisme, mais peut-être d'incompréhension ou d'ignorance de la part des anglo-saxons. Je vais commencer pour ça. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'incompréhension qui viennent des fois avec ça, parce que les gens ne comprennent pas des fois ton origine. Donc, tu dois commencer à les expliquer. Quand tu parles, souvent, ça dépend. Il y a de côté, il y a des gens qui ne savent pas, donc tu dois les expliquer. Il y a des gens qui, je trouve, qu'ils le font volontairement aussi, pour te rabaisser un peu des fois. Donc, tu dois être capable de les éduquer sur d'où tu viens et puis de leur expliquer qu'à la fin de la journée, la partie la plus importante, c'est le résultat. Est-ce que je peux vous donner le résultat? C'est la partie la plus importante. Et expliquer aussi des fois. Il y en a qui ne connaissent pas. Donc, pouvoir expliquer, oui, ma langue, c'est ça qui fait la beauté du Canada aussi. C'est un pays très diversifié. La plupart d'entre nous, on vient de quelque part d'autre. Donc, pouvoir dire que c'est là où je viens et c'est comme ça que c'est. Oui, ma langue, je parle le français, mais le dialecte, la façon de parler, c'est un peu plus différente. Mais je te comprends très bien. À la fin de la journée, est-ce qu'on peut travailler ensemble? Excellent, c'est parfait. Merci beaucoup, Oumou. Et je vais ajouter, et elle a justement très bien dit ça, parce qu'en fait, moi, je pense que personnellement, il y a beaucoup plus d'ignorance et un peu une question de ne pas connaître l'autre personne, ce qui est normal. Moi, je pense que ça peut arriver à n'importe quel pays, que ce soit différentes races ou quoi. Si on ne connaît pas la culture de l'autre, on a tendance à être un peu sur la défensive. Ça, moi, je pense que c'est normal. Donc, c'est beaucoup plus d'ignorance que de racisme, de mon point de vue. Parce que moi, j'ai aussi vécu ça et je pense que c'est plus ça. Mais elle a utilisé un mot important, le résultat. Parce qu'après, on doit oublier qu'on doit se souvenir on est là pour un travail. Donc, il y a un travail, il y a des qualités qui sont requises pour faire ce travail et il y a une compétence qui est requise. Donc, en gros, si on a en général les compétences et qualités pour faire le travail, ben, on a moins de problèmes en fait parce que ben, on répond aux objectifs et aux attentes de la compagnie. Maintenant, il y aura forcément des gens, ça va être une incompréhension, je dirais peut-être culturelle sur la manière de faire des choses, mais en même temps, ben, ça dépend aussi de la type de compagnie dans laquelle vous travaillez. S'il y a un aspect qui est ouvert pour pouvoir s'exprimer, sans pour autant, avec respect, évidemment, ben, ça réduit les problèmes, entre guillemets, parce que souvent, dans certaines compagnies, c'est pas peut-être ça. Mais je pense qu'il faut se concentrer plus sur le travail, les compétences. Et il y aura toujours des moments d'incompréhension, mais c'est plus l'incompréhension et l'ignorance qu'autre chose. Et en général, avec le temps, ça se dissipe, puisque ben, on commence à se comprendre, on sait comment on travaille, l'autre commence, il y a une certaine adaptation qui est faite des uns et des autres. Et il y a une ambiance qui est créée. Et comme elle dirait, ben, c'est un pays ouvert, culturellement diversifié. Donc, c'est toujours un avantage, mais il faut juste un compte commun. Et dans ce cas, au milieu professionnel, ben, c'est un travail qui doit être fait. Donc, si ce travail est fait et bien fait, ben, c'est sûr qu'il y aura moins de problèmes, en fait. Donc, c'est un peu ça mon point de vue sur cet aspect au niveau culturel, parce que je l'ai vécu souvent, mais après, bon, moi, j'interprète plus ça de l'ignorance qu'autre chose. Et après, bah, quand vous commencez plus à discuter, à balader avec tout le monde et à exprimer un peu comment vous voyez les choses, bah, vous voyez que les choses s'améliorent. Et si vous travaillez bien, bah, en général, vous êtes apprécié. Et c'est comme ça que vous êtes promu et vous continuez dans l'entreprise. Eh bien voilà, on est arrivé déjà à 1 heure d'émission au terme de cette émission consacrée à la francophonie moteur ou frein au succès individuel en Ontario dans notre série Droit de réponse 105.1. Un grand merci à toutes et à tous d'avoir participé. Je pense qu'on peut conclure ensemble que malgré tout ce qu'on a dit, la francophonie demeure un atout certain, sous certaines conditions évidemment. C'était un plaisir de vous avoir comme panéliste. Est-ce que vous avez un mot de la fin pour nos auditeurs? Je voulais vous remercier de nous avoir reçus et vraiment une qualité d'échange. Je suis très contente d'avoir pu échanger avec les 2 autres panélistes. C'est un grand plaisir et merci. Enfin, merci d'avoir ouvert la conversation. Bah, moi, si je veux vous remercier de m'avoir invité, tout ce que je peux dire, bah, c'est que le Canada, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est un pays en développement. Il y a beaucoup d'opportunités. Ces ne seront pas forcément visibles quand vous arrivez,
Mais si vous avez la volonté de vouloir justement les trouver, vous allez les trouver parce qu'il y a beaucoup à faire dans ce pays et surtout dans un environnement, je dirais, entre guillemets, un peu de paix, donc que vous ne voyez pas dans certains autres pays. Donc, il faut profiter et il faut être fier de justement parler français, surtout à l'Ontario, parce que je dirais toujours que c'est un avantage. Plus un avantage que nous. En tout cas, merci beaucoup. Ce fut un bon échange entre nous. J'ai aussi appris beaucoup aussi à travers les ressources humaines. Comme on dit, Canada, c'est un pays d'opportunités. Il faut le créer pour vous-même. N'hésitez surtout pas à aller chercher parce qu'il y a beaucoup d'opportunités aussi. Merci à toutes et à tous. Suivez-nous sur les médias sociaux et sur YouTube. C'était Guillaume Laurent avec vous dans Droit de réponse 105.1 avec Nathalie Salmeron. Merci et à très bientôt pour une nouvelle émission.